Bonsoir à tous et bienvenue sur notre chaîne Twitch l'After Produit pour notre nouvelle émission Green Code. Je suis Juliette Bertrand, Product Business Developer chez Weevoo et voici Amandine. Bonsoir à tous, moi c'est Amandine Cousin. Je suis experte iOS et Scrum Master et ça fait 1 an et demi que je suis freelance et j'ai surtout des missions d'encadrement, d'enseignement dans des écoles et notamment à Ada Tech School. Exactement, donc du coup vous l'avez bien vu, il y a deux entreprises ici présentes ce soir, donc Weevoo et Ada Tech School. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte et aussi à nos invités ici présentes, donc Sophie et Andrea, pourquoi on a noué ce partenariat et le lancement d'une émission. On avait déjà on avait déjà abordé les sujets de Green Code lors du Choc des Titans. Donc ceux qui ont vu le Choc des Titans, c'était la finale de l'After Produit. Autour de la thématique Green Code et tout ce qu'on pouvait faire pour minimiser finalement l'impact carbone, excusez-moi. Au cours du Choc des Titans, on a rencontré Chloé Hermary, qui est CEO et fondatrice d'Ada Tech School. Je sais que Jennifer, qui est cofondatrice de l'After Produit, a adoré Chloé, ses valeurs, son discours et l'entreprise en général. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on lance un partenariat. Et donc, on a lancé Green Code. Voilà. Sophie, Andrea, est-ce que vous voulez vous présenter très rapidement sur qui vous êtes, ce que vous faites et voilà, tout simplement. Ok, moi je m'appelle Andrea, je suis espagnole. J'ai fait des études d'ingénieur avec une spécialité en informatique. Et donc très rapidement, je me suis rendu compte que je voulais être développeuse web et travailler dans une entreprise qui a un peu un impact positif, à mes yeux, dans la société. Et donc depuis un peu plus d'1 an et demi, je travaille chez AssoConnect, qui fournit en fait un logiciel de gestion d'associations. Donc gestion complète de tout, de la comptabilité, CRM, etc. Voilà. Trop bien, trop cool. Et toi, Sophie ? Et moi, du coup, comme Andrea, j'ai fait des études d'ingénieur. Et après 1 an et demi dans une ESN, je me suis rendu compte que travailler pour des missions ponctuelles dans des entreprises, ça ne me convenait pas et que j'avais envie de trouver une boîte qui avait du sens pour moi et dont le projet, j'avais envie de le mener jusqu'au bout. Et c'est là où j'ai rencontré mon chef actuel et où j'ai rejoint Compagnie. C'était il y a 3 ans et demi maintenant. Et donc, je suis CTO de Compagnie. On est 6 dans l'équipe. Et petite fierté, on est 3 filles, 3 garçons dans l'équipe tech. Donc, c'est assez rare pour le secteur pour être mentionné. Ouais. Trop bien. Et on est ravis de vous avoir. Est-ce que, Amandine, peut-être que tu veux nous raconter un peu à qui s'adresse cette émission pour que nos spectateurs sachent un peu ce qu'ils s'apprêtent à regarder pendant 1 heure. N'hésitez pas à participer au chat d'ailleurs, à vous présenter, à poser plein de questions. On est là pour ça et ça nous fera super plaisir. Et c'est une émission qui est pour tout le monde en fait, parce que la tech aujourd'hui, elle est partout dans notre vie. Alors c'est sûr que quand on est développeuse ou développeur, on est encore plus dedans. On pense qu'on va avoir un plus gros impact, mais en vrai, on est tous utilisateurs et utilisatrices d'outils tech. Donc en fait, on a tous le pouvoir entre nos mains de faire quelque chose de bien. Donc au final, cette émission s'adresse un peu à tout le monde, je crois. Ok. Et justement, je me permets de prendre ça un peu comme transition. On est tous utilisateurs d'outils numériques, de produits digitaux. Je me permets de recontextualiser, de redéfinir un peu ce que c'est Green Code et Tech for Good, parce que moi-même, travaillant chez Weevoo dans le produit, je ne savais pas naturellement ce que c'était. J'ai eu un consultant qui a fait une mission chez France Télévisions autour de ce sujet-là. Donc c'est comme ça que j'ai appris à comprendre ce que c'était Green Code, Tech for Good et autres. C'est un peu les mots à la mode en ce moment. C'est un peu à la mode. Pour vous, qu'est-ce que c'est, tout simplement, Green Code? Qu'est-ce que ça englobe et pourquoi est-ce que... tu as bien expliqué, Amandine, ça nous concerne, mais c'est quoi votre définition du Green Code, tout simplement? Et sur le chat, n'hésitez pas à donner votre définition. Moi, je vais reprendre une définition que j'aime bien d'une association pour laquelle je suis bénévole qui s'appelle Latitude et qui définit la Tech for Good comme la tech engagée et responsable avec 5 piliers principaux pour une tech plus citoyenne, plus humaine, plus respectueuse de l'humain, plus sobre... Il m'en manque. Plus citoyenne, plus humaine, plus sobre. Écologique. Plus
accessibles et, Ah oui. Et plus ouvertes, je crois. Inclusive. On va sortir tous les mots. Et je trouve que ça regroupe vraiment bien les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, accessibles à tous. Donc voilà, pour moi c'est assez ça. Je suis aussi d'accord. je suis aussi pas mal chez Latitude et je pense que c'est un peu ça. Enfin, c'est vraiment une tech qui aide l'humanité et qui aide les gens à aller vers l'avant et avec un impact positif. Je pense que c'est important de le dire. Vous êtes toutes les deux dans la même association, c'est ça? Ou Oui, pas moi, du je tout? suis pas vraiment super bénévole, mais je connais les fondateurs, j'ai déjà fait quelques missions. L'attitude, c'est une asso qui s'est créée avec le but de promouvoir la tech au service de l'intérêt général. Et du coup, c'est une communauté de plein de gens, d'entreprises, d'individus, de freelance, qui justement veulent promouvoir cette tech cool. Ok, trop cool, trop bien. Je sais pas si Amandine, t'avais peut-être t'as le background tech qui te permet de répondre. Moi, je pourrais pas forcément donner. Alors, bon, j'avoue que j'ai l'impression que tout le monde met un peu tout ce qu'il veut derrière ces termes-là. Après, je crois qu'il y a aussi des prix qui sont décernés aux entreprises, aux collectifs, aux associations qui œuvrent vraiment dans cette direction-là. Donc après, je ne connais pas exactement tous les termes du contrat pour pouvoir participer, mais c'est aussi un mouvement commun de plusieurs sociétés, plusieurs associations qui essayent d'aller un peu tous dans la même direction, quelque chose de plus responsable et plus durable dans la société. Et je me permets de creuser un petit peu plus. Concrètement, si je devais expliquer à ma maman, j'espère que tu me regardes, maman, c'est quoi Green Code en fait? En quoi la tech pourrait polluer, entre guillemets? Comment je lui expliquerais pour tous nos spectateurs? Comment vous les expliqueriez ça, vous, les spectateurs? Je pense qu'il y a 2 points. Il y a le point écologique de la tech. Comme tu dis, je pense quand vous dites Green Code, vous pensez surtout à ça. Ouais. Le côté, en fait, au final, le numérique, c'est quand même, je crois que 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en fait, ouais. Au final, en utilisant nos smartphones, en achetant des ordinateurs, on contribue aussi à un peu dédommager la planète. Enfin, je sais pas si on dit détruire un peu la planète. Mais en fait, en même temps, il faut aussi, dans la balance, peser aussi le côté humain. C'est-à-dire que, ok, on pollue, ok, on fait ça, mais d'un autre côté, on peut aussi résoudre plein de problématiques qu'on ne peut pas résoudre sans ça. Et du coup, je pense c'est se dire qu'on utilise cette technologie pour aider, pour apprendre, pour améliorer nos sociétés. Ok. Voilà. Et aussi également, dans la manière dont on utilise cette technologie, on pourrait la rendre moins polluante, d'une certaine façon, aussi. Grâce au code, de coder de manière différente. Oui, je pense qu'il y a vraiment 2 parties. Il y a la partie tech, du coup, quand on conçoit vraiment, quand on code, et comment est-ce qu'on peut coder de manière plus écologique, plus durable. Et il y a une question aussi, j'ai créé l'outil de la tech, comment maintenant je m'en sers de manière plus percutante, quoi. Ok, très bien. Et Sophie, tu parlais de l'un des piliers de ton association, c'est une tech plus humaine. Justement, le thème de ce soir, c'est la tech au service de l'humain. Donc on va plutôt parler de ça. Peut-être faire un petit focus sur vous dans votre quotidien, dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez. En quoi votre entreprise est au service de l'humain aujourd'hui? Comment est-ce que vous pouvez dire que vous travaillez dans un environnement qui est au service de l'humain? Ça fait un peu sujet de philo, mais vous avez une heure. Un petit peu moins. Moi, je me rends compte que d'ailleurs tout à l'heure j'ai dit que je travaillais chez Compagnie, mais sans dire ce qu'on faisait chez Compagnie. Donc chez Compagnie, on conçoit et développe des formations et des outils pour valoriser le métier des auxiliaires de vie. Et donc en fait, Compagnie, c'est une boîte qui a été créée à partir d'Allenvie. Allenvie, c'est une structure d'aide à domicile. Donc, qui emploie des auxiliaires de vie. Les auxiliaires de vie, ce sont les personnes qui accompagnent les personnes âgées dans toutes leurs tâches du quotidien. Et en fait, Allenvie s'est développé sur un modèle d'équipe autonome où les auxiliaires sont responsabilisés et s'occupent de A à Z de l'accompagnement de leurs bénéficiaires, de leur vie d'équipe, de la relation avec les partenaires du médico-social, les aidants, gèrent eux-mêmes les plannings et prennent vraiment les décisions puisque ce sont les auxiliaires qui sont sur le terrain. Qui savent en fait et qui voient ce qui se passe chez le bénéficiaire et donc qui sont les plus à même d'agir et de prendre ces décisions-là. Et donc en fait, on a commencé à développer des outils
pour permettre aux auxiliaires de prendre en main et de prendre ses décisions. Avant, c'était un planning qui était géré par une seule personne derrière son ordi qui gérait le planning pour 250 personnes. Aujourd'hui, c'est 4 à 8 auxiliaires qui travaillent en équipe et donc ils font un outil collaboratif accessible depuis le téléphone, accessible pour les auxiliaires, qu'elles puissent avoir des accès, se connecter, avoir les infos. Et que ce soit un outil basé en fait sur la transparence et la confiance pour que les équipes puissent accompagner au mieux les bénéficiaires. Et il y a vraiment une relation de confiance de travail entre le siège, le bureau où il y a des coachs pour accompagner les auxiliaires et les auxiliaires qui sont sur le terrain et qui ne sont pas des simples exécutants mais qui sont vraiment responsabilisés dans leur accompagnement. Et donc à côté aussi, on a développé des formations et donc on a une application mobile pour partager ces formations. Et donc la tech en fait vient vraiment en support, enfin côté formation, c'est notre canal en fait de propagation un peu de ces formations sur les thématiques du grand âge, autour des maladies, autour des troubles cognitifs, de l'écosystème médical autour de la personne âgée, l'éthique du métier aussi, la fin de vie, le deuil, plein de thématiques pour accompagner les auxiliaires sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Et aussi en fait développer des outils qui supportent ce modèle d'équipe autonome, et les deux en fait se nourrissent. Le modèle d'équipe autonome ne peut pas vivre sans un outil adapté qui a vraiment au cœur de ces valeurs la confiance, la transparence, et en même temps l'outil, si on introduit des biais, si on introduit des fonctionnalités qui permettent du contrôle dans un sens ou dans l'autre, et en fait on vient casser le modèle. Donc les deux vraiment se nourrissent et sont essentiels, on va dire, l'un à l'autre. Voilà. Super intéressant. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, on y répondra. Il y a déjà quelques questions, je voulais juste... je les poserai peut-être un petit peu plus tard parce que c'est pas forcément en lien avec... faut être à jour, les spectateurs, faut avancer. Non, je rigole. Très bien. Et toi, Andrea, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu plus en quoi consiste AssoConnect et en quoi ça aide, en quoi c'est au service de l'humain? Ok. Du coup, AssoConnect, c'est un logiciel, comme je disais, de gestion d'associations. Donc en fait, on s'est rendu compte, les fondateurs, quand ils ont créé la boîte, je verrai plus tard, mais que en fait, les associations en France, donc il y en a 1,5 million je crois, elles passent beaucoup de temps en fait à faire des choses manuelles et des choses qui pourraient être automatisées. Et en fait, donc ils se sont dit, on va développer un logiciel qui va permettre du coup d'automatiser ça et laisser plus de temps aux associations de changer le monde en fait par leurs actions. Et du coup, moi j'adore bosser dans cette boîte et je trouve qu'en fait, je crois que ta question au début c'était comment est-ce que dans notre entreprise on est au service de l'humain. Donc de base, donc la mission d'AssoConnect c'est d'aider les assos, donc pour moi c'est déjà avoir un impact dans l'humain, mais il y a aussi les actions que la boîte peut avoir en fait pour aider la société. Donc par exemple, je sais que là maintenant avec tout ce qui se passe en Ukraine, on essaye de mettre des actions en fait en place pour les aider. On a aussi mis en place une tombola lorsqu'il y avait du coup le Covid pour récolter de l'argent pour les soignants. Donc en fait un peu des actions à côté, mais qui aident aussi la société quoi. Voilà, l'humain. Est-ce que... Amandine, je sais pas si tu avais des questions peut-être. Mais vas-y, continue ta phrase. Très bien. Go, c'est parti. Est-ce que vous avez choisi ces entreprises-là par leur valeur humaine, justement, parce que ça répond à toutes ces notions de tech for good, inclusive et au service de l'humain, ou c'était par hasard? Est-ce que c'est quelque chose que vous portez en vous depuis longtemps? Parce que si demain vous devez changer de boîte, elles ne changeront pas de boîte, ne vous inquiétez pas. Je dis ça aux employeurs. Est-ce que vous seriez en capacité de travailler dans une entreprise qui n'est pas au service de l'humain? Est-ce que c'est quelque chose qui vous porte depuis longtemps? Alors moi personnellement oui, donc j'ai fait mon premier stage, c'était pas forcément dans une boîte qui était très axée sur ça, et en fait je me suis dit je veux vraiment travailler dans une boîte qui ait un impact en fait positif, et je me dis en fait dans la tech on a de la technologie de plus en plus dans nos vies, et je pense qu'en étant développeuse, en tout cas pour ma part, toi aussi du coup, on peut avoir un vrai impact en fait, et donc pour moi c'est un choix, et c'est un choix que je veux porter et continuer à porter, j'espère. Ok, trop bien. Et toi Sophie? Et moi de mon côté, c'est un choix que j'ai fait du coup après 1 an et demi dans une ESN. En sortant d'école, en fait, je me sentais pas légitime, je pense, pour être dans une petite structure. Enfin, j'avais peur en fait d'être dans une petite structure et je connais pas depuis très longtemps.
Et j'avais peur d'être un peu perdue, et du coup je me suis dit aller dans une ESN, c'est finalement un peu poursuivre ma formation, puisqu'il y a tout un encadrement, il y a tous des parcours de formation, et puis il y a plein de devs autour de soi, donc on n'est pas très seul. Et en fait, au bout d'1 an et demi, je me suis rendu compte que j'avais appris des choses, et donc j'étais contente, mais ce pourquoi je travaillais ne me convenait pas du tout. Le soir, quand je sortais, j'étais pas du tout en cohérence avec mes convictions personnelles, et donc ça a vraiment été un choix fort. Et en fait, j'ai pris mon temps pour réfléchir justement à c'est quoi la boîte dans laquelle j'ai envie de travailler, quelles sont les thématiques qui me parlent, la santé, le social, le grand âge, tout ça, c'était assez présent dans mes réflexions. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que pour mon stage de fin d'études, j'avais le choix entre une ESN et une boîte qui développait des montres connectées pour détecter les chutes des personnes âgées. Donc finalement, je suis revenue au grand âge et à l'accompagnement des personnes âgées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si un jour, j'adore ma boîte, mais si un jour je dois partir, je sais que je serai hyper exigeante, et ce sera en fait dur de quitter ma boîte, parce qu'il y a plein de choses qui sont assez... dans lesquelles je me reconnais, dans les valeurs et même dans les relations. Enfin, il y a les valeurs de la boîte et il y a aussi les relations en interne, et j'ai la chance d'avoir les deux dans mon quotidien. Donc ouais, le jour où il faudra que je change, je pense que ce sera compliqué. Il faudra des vraiment bonnes raisons, quoi. Ouais. Tu viens chez ACP? Ça marche. On a pas mal de questions sur le chat. Ouais. C'est trop bien. Je vais en sélectionner une en particulier parce que c'est en lien avec ce que tu viens de dire, Sophie. C'est une question de Percantes ou Percante ou Percantes, je ne sais pas. Pourquoi ne pas bosser dans le public? Est-ce qu'on peut vraiment être tech for good dans le privé, à votre avis? Est-ce que je sais pas, est-ce que c'est incompatible finalement, privé et tech for good? C'est capitalisme. Oui, c'est une question assez intéressante. Ouais. Je pense que c'est pas incompatible. Parce qu'en fait, il y a aussi des structures, des formats juridiques qui le permettent, ou en tout cas le garantissent. Et notamment, pour la personne qui a posé la question, je ne sais pas si tu connais le statut d'entreprise à mission. Ma boîte est entreprise à mission. Et donc, en fait, dans nos statuts, on a inscrit notre mission qui est humaniser l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'aide ou de soins, et en valorisant les professionnels du secteur, et en rééquilibrant, c'est pas le terme, mais voilà, les enjeux économiques et sociaux. Et donc en fait, on a cette raison d'être qui est inscrite dans nos statuts. On a les 6 engagements qui sont aussi inscrits dans nos statuts. On a un comité de mission qui se réunit tous les 3 mois avec des parties prenantes du médico-social. Il y a un aidant familial, un aidant familial. Enfin, il y a plusieurs personnes du secteur en fait de l'aide à domicile, et du coup les cofondateurs présentent un peu leurs résultats, l'avancée par rapport à leurs engagements. Les engagements ont à côté des critères chiffrés, ou pas forcément chiffrés, mais en tout cas il faut montrer qu'on avance dessus. Et donc ce statut-là garantit aussi le fait que ce soit dans les statuts, garantit forcément le bien fondé, on va dire, et ce statut, c'est qu'on s'est un peu dépêché de l'avoir, parce que justement on avait une levée de fonds qui arrivait peu de temps après, et pour nous c'était aussi une garantie hyper importante de se dire qu'au moins les investisseurs qui viendraient investir chez nous savaient en fait dans quoi ils mettaient les pieds, et qu'en fait à partir du moment où c'est inscrit dans nos statuts, ils ne peuvent pas remettre en question cet élément-là. Ok, super intéressant. Je me permets de faire un lien avec... je retourne sur la partie Green Code, sur la définition, parce qu'il y a pas mal de questions sur le chat à ce sujet, et j'ai pas envie qu'on rate les questions. Comment... Bambi Premier qui pose la question, comment ça se passe Je sais qui c'est. Comment ça se passe, le fait de coder plus green en fait? Est-ce qu'il y a des langages qui sont plus légers que d'autres? Et en fait, c'est en lien un petit peu à... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez avec la question de Percante. Pourquoi ne pas bosser dans le public? Est-ce qu'on peut vraiment être tech for good dans le privé? Ou parfois, je me pose la question, parce que je me suis un petit peu renseignée avant l'émission, je me pose la question sur les entreprises qui sont tech for good. Est-ce qu'elles le sont vraiment pour minimiser leur impact environnemental néfaste, ou si c'est plutôt pour des enjeux économiques? Dans le sens où, si le site est bien codé, et qu'est-ce que ça veut dire être bien codé propre, ça je vous
avec plaisir pour que vous me donniez la réponse, parce que moi je ne saurais pas le dire. Le site va moins ramer. Et donc, du coup, l'utilisateur est devant un site e-commerce, je ne sais pas, son parcours d'achat se fait fluidement, donc il arrive à la fin, donc il achète, il ne va pas voir le concurrent, donc l'entreprise est contente et gagne de l'argent. Donc, est-ce que c'est plutôt pour vraiment l'impact environnemental, pour dire qu'on est tech for good, mais en fait... Il y a des bénéfices, en fait. Tu l'as dit toi-même, il y a des bénéfices pour les deux parties. Et effectivement, si on revient sur la question de est-ce que dans le public c'est possible, en fait, on peut tous avoir un impact sur comment est-ce qu'on utilise nos outils tech, et particulièrement côté code. Effectivement, si je code plus propre, mon site sera plus performant, il s'affichera plus rapidement. Pourquoi ? Parce que derrière, en fait, ma machine ira faire moins de calculs. C'est ça qui est énergivore. Donc en fait, c'est ça qui va être coûteux pour l'environnement. Donc ça sera mieux pour l'utilisateur et pour la planète au final. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Moi je suis d'accord, mais je pense qu'en fait des fois on pense à green code et comme on dit green aussi, on pense qu'au côté écologique, mais je pense qu'il y a aussi tout ce que tu mentionnais sur l'attitude, c'est-à-dire que si ton site il est bien pensé, il est bien responsive, il est bien fait pour que en fait par exemple une personne malvoyante puisse interagir avec ton site de la meilleure manière possible. En fait, au final, tu es aussi en train d'utiliser moins de ressources parce que la personne, elle va pas aller 10 000 fois dans la même page, etc. Donc, il y a toute cette réflexion qui, du coup, est aussi très produit, pas que développement, par exemple, qu'il faut tenir en compte aussi, je pense. Oui, puis en plus du développement, moi, je rajouterais qu'il y a aussi toute la phase un peu de conception qui est que, en fait, est-ce que le besoin que tu cherches, auquel tu veux répondre, est-ce que tu y réponds de la manière la plus directe et une fois que c'est répondu, tu t'arrêtes là, ou en fait, est-ce que tu ajoutes plein de fioritures qui vont certes être très stylées, mais en fait qui vont pas être sur le pourquoi tu as voulu développer ton site et donc enfin est-ce que tu réponds vraiment aux besoins précis et puis une fois que c'est fait c'est bon, ou est-ce que tu vas rajouter plein de fonctionnalités qui servent pas à grand chose mais qui du coup ont beau être très performantes, une fonctionnalité qui n'existe pas est toujours plus green qu'une fonctionnalité très performante. C'est clair, effectivement. Trop bien. N'hésitez pas à donner votre avis sur le chat également à cette question qui a été posée. Est-ce qu'on a suffisamment répondu à la question ? Oui, aussi. Enfin, aux deux questions, parce que je crois qu'on a mixé plusieurs questions. Ouais, exactement. Et puis il y a d'autres questions. Amandine, je vais te laisser lire celle-ci parce que je ne comprends pas tout. Alors, il y a effectivement un acronyme que je ne connais pas. Merci Rémi. Merci. Donc Rémi du F. Ouais. Exactement. Est-ce que penser Green Code a un impact sur le TTM ? Si oui, lequel ? Alors le TTM... On va lancer un petit sondage dans le chat. C'est Time to Market, je pense. Ah, Time to Market. Ah, mais c'est des trucs de produits, pas de tech. C'est ça que je connais pas. Est-ce que penser Green Code a un impact sur le Time to Market ? Si oui, lequel ? C'est vrai que c'est plutôt product, j'ai envie de dire. Ouais. Je pense qu'en soi, oui, parce que toute question que tu te poses va avoir sûrement un impact sur le TTM, parce que tu vas du coup te poser plus de questions, réfléchir aux solutions possibles. Mais au final, comme tu dis, en fait, si ton but principal, c'est de faire la chose la plus sobre, la plus rapide et qui réponde au produit le plus vite et le plus simplement possible, au final, peut-être que ça va réduire ton TTM. Okay. Et justement, on parle de produits, il n'y a pas que les équipes tech qui sont concernées par ça. Il y a une question encore de Percantès, je suis désolée. Du coup, ne devriez-vous pas former les designers en plus des devs ? Et c'est vrai que j'avais retrouvé des chiffres. Après, je ne sais pas s'ils sont... Je n'aurais pas dire ça en live, je ne sais pas si c'est des bons chiffres et si on peut se fier à ces chiffres. Mais c'est un consultant qui m'en a parlé que 60% des améliorations possibles via l'éco-conception sont liées à la conception fonctionnelle et technique. Donc il n'y a pas que la tech, il y a aussi la partie fonctionnelle. Donc effectivement, est-ce que ce n'est pas plutôt le design qu'on doit éduquer sur la partie green pour être plus green code, quoi. Alors moi, je pense que les personnes qui gèrent le chat peuvent partager en fait une étude que j'avais donnée sur du coup justement l'impact du numérique sur l'écologie et tout ce qu'on peut améliorer. Donc je pense qu'il y aura plein de données pour les gens qui aiment ça. Mais je pense que clairement la question est intéressante et c'est effectivement il faut prendre tout le monde. Et les designers, designeuses sont aussi
des acteurs et actrices de ce changement. Et en tout cas, chez ASO Connect, par exemple, récemment, on en discutait, on a notre CTO et notre lead designeuse qui ont fait une réunion en fait, pour voir en fait, comment dans les emails qu'on faisait, on pouvait du coup améliorer tout et plus faire des blocs plus cohérents, plus responsive et tout. Donc je pense qu'il faut que tout le monde soit dedans. On a tous un rôle à jouer. Voilà, c'est ça. Trop bien. Sophie, tu as un avis sur la question? Pardon. Je t'ai posé une colle. Non, moi, une partie de mes activités aujourd'hui, c'est de travailler du coup en lien avec notre product manager sur la conception. Du coup, lui, il apporte son point de vue fonctionnel et moi, j'apporte mon point de vue technique. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, 1 an et demi, on a dû sortir une application pour le 31 décembre. Il fallait qu'elle soit prête. On m'a prévenu 6 mois avant. Moi, j'avais jamais développé en mobile, j'avais jamais développé d'application, je connaissais rien, on est parti de zéro. Il fallait qu'on remplace une application existante, donc c'était vraiment un bon challenge tech, fonctionnel, tout d'équipe. Enfin, j'avais une nouvelle équipe aussi qui était là, donc à former. J'ai bien bossé pendant cette période. Et donc, on avait une deadline hyper forte. Et donc, d'ailleurs, par rapport à la délivrance de l'application, on a vraiment élagué au maximum. Et moi, j'avais l'impression, dans les échanges avec le product manager, d'être dans la savane avec ma machette et il me présentait les trucs et j'étais là, alors ça on élague, ça on élague, ça on élague. Ta fonctionnalité ce sera ça et ça répondra parfait, ça répondra à 80% du besoin, mais en fait on peut pas faire plus et 80% du besoin c'est déjà génial et une fois qu'elle sortira, on éprouvera pour savoir en fait les 20%, est-ce qu'en fait déjà ces 80% sont bien et après les 20% dans quelle direction on les prend, parce que là en fait on discute pour savoir est-ce qu'il vaut mieux partir dans cette direction-là ou dans telle autre, mais on n'en sait rien. Pour le moment, elle sera utilisée à partir de janvier, on verra en février du coup quelle est la meilleure des options selon l'utilité qu'a cette fonctionnalité. Et donc j'étais là avec ma petite machette dans la savane, c'était génial. Super intéressant. Est-ce que du coup, quelque chose comme l'agilité pourrait aller dans cette démarche de Green Code, du coup répondre au mieux aux besoins du client? Si du coup vous aviez inclus l'agilité dans ton projet, est-ce que tu penses que ça aurait changé quelque chose? Là, je pense qu'on pouvait pas, parce qu'en fait, on devait remplacer une application existante, donc qui avait un minimum de... On avait une application en marque blanche et on voulait la développer en interne pour avoir plus de fonctionnalités. Donc, mais sinon, en fait, on développe une interface web et 2 applications mobiles. Et donc, sur le run de développement de nos applications, on est sur un mode agile sprint de 2 semaines. Et en effet, je trouve que c'est un super outil aussi pour se dire, en fait, là, on a 2 semaines. Comment est-ce qu'on fait pour que dans 2 semaines, en fait, il y ait un bout de ta fonctionnalité qui sorte, qui soit déjà utile, qui apporte de la valeur, même si, en fait, là, tout ce que tu me proposes, c'est 3 mois de dev. Et en fait, d'ailleurs, souvent, on réoriente au bout de 2 sprints. On est là, en fait, finalement, on ne va pas aller dans cette direction. On arrête, on attend de voir les retours. Donc oui, je suis d'accord avec toi que l'agilité et le développement de sprint, c'est une bonne technique. Ça me fait penser à une question qu'il y avait sur le chat. On n'hésitera pas à répondre à cette question plus tard, mais on va parler d'un autre acteur de l'écosystème dans l'éducation. Je me demandais si tu vas introduire Adatex School un petit peu plus en détail. Oui, parlons d'un autre acteur de cet écosystème de la tech for good et dans l'éducation, c'est Adatex School que forcément je soutiens et défends ardument. Adatex School, du coup, c'est la première école engagée, inclusive, qui propose en plus une pédagogie alternative inspirée de Montessori. Donc on vient vraiment casser les codes. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une petite vidéo de nos apprenantes qui, du coup, parlent de casser les codes. Voilà tous les clichés, qui a 5000 ordinateurs, qui devant, qui est comme ça et tout. Mais c'est pas du tout ça. Il n'y a que des mecs en informatique. La preuve que non. Là, on est à l'école, on est entouré de meufs. C'est une école qui est destinée à augmenter la place des femmes dans l'informatique. Autre chose que les hommes, que cette testostérone et tout, ça m'a mis bien en fait. Et il n'y a pas que des mecs en informatique, il y a beaucoup de femmes et il y a beaucoup de femmes ultra intelligentes et qui font progresser le milieu. Que des accros aux jeux vidéo. Franchement, ça, il y a moyen. On ne fait pas que ça, il y a des écoles qui sont beaucoup plus axées jeux vidéo. 99% ont des lunettes. Alors c'est pas de ma faute quand même, c'est familial. Des lunettes pour les écrans, oui, parce que ça c'est utile, il faut quand même préserver nos yeux. Alors, ils peuvent réparer ton ordinateur, oui. Je suis la mécano informatique de ma famille. Ça arrive qu'on soit un peu plus à l'aise. Pas moi.
Mais bon, c'est pas forcément dans mes capacités. Ça dépend du problème que l'ordinateur a. T'apprends à hacker la NASA. Alors non, hacker c'est pas bien comme on peut le dire. Ah, par contre, ça, c'est un rêve. Ça, c'est vraiment un objectif. Alors c'est pas un mythe, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le hacking. C'est pas en faisant 4 lignes de code comme ça avec une capuche qu'on arrive à faire plein de trucs. Ils ne voient personne et restent chez eux. Je crois au bout de la 3e semaine, on avait déjà fait une soirée chez un des étudiants. On est à Bastille, il y a beaucoup de bars autour. Là, depuis que je suis dans cette école, je sors beaucoup plus que je sortais avant. Après, ça dépend. Mais moi, je suis le genre de personne, je suis très casanière. J'aime bien être chez moi avec mon ordinateur. Les devs, c'est une équipe. C'est même, alors là, je parle de l'école, mais même dans le milieu professionnel, les devs, c'est en équipe et ils travaillent avec un manager, avec d'autres devs. Ils parlent une autre langue. C'est plus une logique que vraiment une langue. De savoir que si ça, c'est ça et que ça donne ça, ben, au final, tu te rends compte que c'est juste un langage comme un autre. Il faut être chaud en maths, absolument pas. Moi, je sais pas, parce que moi, personnellement, j'étais chaud en maths. Mais pas forcément, hein. J'en connais beaucoup qui viennent d'autres choses, qui n'ont pas forcément appris les maths, qui ont fait littérature ou autre, mais qui s'en sortent, donc pas forcément. Nous, on fait des additions, des soustractions, des divisions et des multiplications. Voilà. Du coup, on va continuer dans nos petites questions et on va s'intéresser un peu plus à ce que font vos entreprises à l'intérieur avec les salariés. Qu'est-ce que vos entreprises font pour faire un environnement plus humain ? Est-ce qu'on peut parler de bien-être au travail, de recrutement, de parité, d'inclusion, de sensibilisation ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place par vos entreprises ? Alors, ouais, si tu veux, je commence. Moi, dans notre boîte, il y a plein de choses qui sont mises en place. Dans la partie plus association, par exemple, on a une demi-journée de bénévolat par mois qui nous est offerte dans notre temps de travail. Et du coup, ça, je trouve ça super chouette parce qu'en fait, donc, on peut en fait agir aussi dans des associations et en fait, on se partage ça entre nous. Donc, en fait, ça booste tout le monde à s'engager. Mais sinon, il y a aussi des teams transverses. Donc des teams en fait où il y a des gens de plusieurs équipes qui se rejoignent sur des thématiques en fait choisies par nous-mêmes en fait sur lesquelles on veut travailler. Donc ça je trouve ça super chouette. Donc on a par exemple une team planète quand on parle de Green Code qui du coup essaye d'analyser en fait l'impact écologique d'AssoConnect et comment est-ce qu'on peut le réduire par exemple en faisant un bilan carbone, tout ça. On a aussi une team asso, donc moi j'en faisais partie, mais là j'ai changé de team. Mais donc dans le but est justement de faire en sorte que les employés s'engagent dans des associations, donc en fait que les gens prennent ces demi-journées de bénévolat parce que pas tout le monde le fait tout le temps. Donc on organise plein de bénévolat, de volontariat, je crois qu'on dit pas bénévolat en français. Mais voilà. On a aussi par exemple une team diversité justement où on essaye en fait de mettre en place de réfléchir en fait à quels sont les biais dans nos processus de recrutement, qu'est-ce qu'on peut faire pour recruter des personnes plus diverses et comment ensuite on peut les inclure dans l'entreprise pour qu'il y ait le plus d'équité possible. Donc voilà, il y a plein d'assauts comme ça, de teams qui se créent sur l'énergie des personnes qui travaillent et qui veulent changer les choses. Donc ça, je trouve ça trop cool. Sympa. Voilà. Et toi, Sophie, avec la parité parfaite dans ton équipe, comment vous avez fait ? Comment on arrive là ? Ça ferait une bonne émission complète, et sur le chat, n'hésitez pas à parler un peu de la parité dans vos équipes. Ce serait intéressant d'avoir quelques chiffres. C'est ce que mon chef m'a posé comme question. Et Ouais. j'avoue que je ne sais pas. C'est une bonne question. Il n'y a pas eu de... J'ai pas eu l'impression, en tout cas, de privilégier... la dernière recrutée étant une fille, je n'ai pas eu l'impression de l'avoir privilégiée par rapport à un autre candidat. Mais c'est vrai que c'est une petite fierté de me dire que mon équipe est parfaitement paritaire. Est-ce que déjà les femmes n'appellent pas les femmes ? Le fait que tu sois peut-être. CTO, déjà, ça donne pas un peu plus envie ? Je pense que là-dessus, c'est vrai que du coup, moi je suis CTO et la lead dev est une femme aussi. Et donc, on était toutes les deux sur le process de recrutement. Et ça, je pense qu'en tout cas, ça a pu peut-être faire moins peur en fait à Manon, si tu nous regardes, qui nous a rejoint il y a 1 an. Et après, je pense qu'aussi le projet social de la boîte a pu attirer aussi plus, sachant que nous, dans notre process de recrutement, et quand j'ai dû le monter, c'était la première fois que je recrutais des gens, donc je me suis posé pas mal de questions au début. On l'a vraiment axé, en tout cas avec mon chef à ce moment-là.
Et après, la manière dont je l'ai conduit, c'est les premières étapes du recrutement étaient beaucoup sur la mission de la boîte. Est-ce que le candidat, qu'est-ce qu'il en comprend ? Est-ce que c'est une mission qui lui parle ? Comment est-ce qu'il a envie de la vivre ? Et après, en fait, la partie technique venait qu'en deuxième temps. Et donc, ça a pu aussi peut-être détendre sur les premières étapes du process. Pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur le bénévolat, nous, du coup, c'est pas du bénévolat dans des assos, mais quoique même, si en plus ça marche. Mais on essaye de créer beaucoup de liens entre finalement l'accompagnement d'aide à domicile mené par À l'Envie, les formations menées par Compagnie et nous, l'équipe technique. Demain, par exemple, c'est marrant, mais demain, je vais faire du jardinage dans une coloc de personnes âgées qu'on a montée parce que c'est l'arrivée du printemps et la coloc s'est montée il y a 1 mois ou 2. Et donc là, c'est le début du printemps. Et donc, on se fait des après-midi de jardinage. La semaine dernière, c'était Ulysse, un gars de mon équipe qui était. La semaine prochaine, c'est Chloé. Et en fait, on est plusieurs de la boîte. Et donc, moi, j'y vais demain. Mais ça permet en fait de rencontrer les personnes qu'on accompagne, de rencontrer les auxiliaires aussi qu'on accompagne et de recentrer avec... moi, je suis toute la journée derrière mon ordinateur. En plus, je suis d'autant plus derrière mon ordinateur qu'à la base, j'habite à Rennes. Donc, je suis vraiment tout le temps en visio. Je vois pas du tout je suis assez loin physiquement et dans la pratique de ce pourquoi on travaille l'accompagnement des personnes âgées. Et donc, demain, cette petite après-midi, ça va me permettre aussi de renouer avec pourquoi je travaille et qu'est-ce qui m'a motivée à venir chez À l'Envie puis Compagnie. Ouais. Donc, ça, c'est très bien. Et après, on essaie aussi pas mal de se sensibiliser, de rester ouvert justement sur... je vous parlais de l'attitude. On participe à pas mal d'événements avec l'attitude en tant que participant. On participe aussi en tant qu'acteur de ces événements. On a organisé en fin d'année dernière une fresque du climat, une fresque du numérique pour vraiment en fait se questionner aussi et pas être toujours justement dans il faut délivrer, il faut coder et on fonce, mais prendre aussi du recul sur nos pratiques et notamment suite à la fresque du numérique, on s'est réunis 2 fois et même 3 fois, une fois où j'étais pas là, sur au niveau green, justement, nous on est assez bien sur la partie humaine conception, sur la partie green, on peut vraiment s'améliorer sur la partie écolo. Et donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme changement dans nos pratiques suite à ça, c'est des réflexions un peu qui sortent du quelle fonctionnalité on développe, quelle route on crée, etc. J'ai une question, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop de débat. Dis-moi. Est-ce qu'il faut du coup avoir partagé ces valeurs green pour pouvoir travailler dans ces entreprises-là ? Est-ce que par exemple, si tu es en face d'un développeur qui est excellent, mais qui ne partage pas ces valeurs, est-ce qu'il aurait sa place dans vos entreprises, vous pensez, ou pas ? Est-ce que c'est trop débat ou pas? Je ne sais pas ce que vous en pensez sur le chat, n'hésitez pas. C'est une bonne question. Moi, c'est vrai que c'est des choses, là, en tout cas, la mission de l'entreprise, et en plus, maintenant qu'on est entreprise à mission et que c'est marqué dans nos statuts, c'est encore plus ancré. C'est vraiment le premier coup de fil que j'ai avec le candidat, on parle pendant 20 minutes, quasiment uniquement de ça. On se raconte rapidement nos parcours, et après, il y a 1 heure d'entretien où on parle aussi beaucoup de ça et donc en fait même de son côté, si en fait la mission l'intéresse pas et que il va pas forcément se sentir, ça va pas forcément l'attirer pour venir. En plus on est une petite équipe, donc on n'a pas des enjeux tech énormes non plus, donc je pense que d'un côté comme de l'autre, on se dirait qu'en fait si la mission lui parle pas, il trouverait moins sa place. On a des aides, on a aussi des aides, mais ça c'est pour tous les, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a des ateliers justement pour réfléchir sur la raison d'être, comment est-ce qu'on l'applique au quotidien chez nous. Donc en fait, et ça c'est des temps d'échange entre tous les employés de la boîte. Il se sentirait, je pense, du coup pas à sa place et un peu en décalage, donc même pour lui finalement ou elle.
Ouais, après, j'ai peut-être exagéré un peu mon propos. Enfin, j'imagine mal devant un développeur qui dit non, je ne veux pas, je veux polluer. Moi, je pense que je suis un peu plus mitigée vis-à-vis de ça parce que pour moi, il faut un peu tout pour faire un monde. Et en fait, c'est vrai que c'est cool les personnes qui sont engagées, qui croient à ta mission et qui viennent là pour ça, par exemple, peut-être comme toi et moi. Mais je pense qu'il y a aussi un effet de... C'est-à-dire que si cette personne elle est venue, c'est peut-être que maintenant elle n'est pas engagée, mais en fait au fond de son cerveau, il y a quand même une envie. Et en fait le fait d'être avec des personnes qui le sont va faire en sorte que cette personne va aussi s'engager et va contribuer. Et si en fait finalement elle se rend compte que non, peut-être va partir. Donc je pense qu'il faut un peu des deux. Il faut forcément des devs, si on parle que côté technique, qui veulent vraiment faire un truc à impact positif. Et il faut aussi des personnes qui sont excellentes. Enfin, les autres peuvent être aussi excellentes, mais qui apporteront leur point de vue aussi. Et en fait, on apprendra tous et toutes de chacun. Exactement. On ne ferme pas les portes, on est inclusif, justement. Si on n'était pas, ce serait embêtant. Mais en effet, il y a moyen que si en fait c'est pas du tout intéressant pour la personne, la personne va même pas venir en fait de base. Donc, elle se retrouvera même pas dans le process de recrutement. Donc, sûrement. Je reprends quelques questions du chat. De Tawan, numéro 1. Il y en a peut-être une deuxième ou une troisième. C'était nul, désolé Tawan. Quels sont les impacts d'un green code sur la conception / développement produit? Peut-on tout faire comme sur le non-green code, du coup? Est-ce qu'on est limité sur certains points? Quand on veut être codé de manière green, est-ce qu'on peut tout faire? Tout simplement. Autant que si on ne codait pas en mode green. J'ai du mal à voir le tout faire. Peut-être que en termes de, je dirais, Tawan, n'hésite pas à préciser ton propos sur le chat et les autres également. Moi, je pense que ça veut dire que peut-être, par exemple, la qualité d'image. Peut-être que si on veut lancer un média, on va peut-être pas uploader des images très lourdes parce que le temps de téléchargement ou de chargement sur la page, je ne sais pas du tout de quoi je parle, mais j'imagine. Mais c'est très vrai, c'est par exemple pour les vidéos, un petit geste pour faire du bien à la planète, c'est éviter de regarder en streaming en direct et de chercher la qualité la plus haute parce que c'est ce qui va consommer. Par exemple. Je sais pas, j'imagine que après c'est pas vraiment du développement informatique, mais je sais pas sur le faire un code très propre, très green, est-ce qu'il est limité ou pas? Ça se trouve la réponse est non. En fait moi je suis un peu mitigée, mais je pense que ça dépend aussi d'où tu travailles. C'est-à-dire que, comme tu dis, si tu travailles dans un média, peut-être que en fait, tout va être fait à base de vidéos. Donc, ta question principale va être comment est-ce que ces vidéos, je peux les réduire. Mais dans un autre contexte, dans un autre domaine, les questions vont être différentes. Donc, en fait, on peut tout faire, oui et non. Ça va dépendre du domaine dans lequel tu travailles. Et je pense que l'idée, c'est juste de se poser la question et de se dire comment est-ce que dans mon domaine, je peux améliorer les choses. Je pense. Enfin, je sais pas si c'était clair. Tawan, tu nous diras si c'est clair. Si tu veux compléter. Non, je suis hyper d'accord avec toi. Enfin, c'est vraiment il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Enfin, c'est beaucoup de réflexion, de discussion et de en fait comment est-ce que j'arrive à améliorer les choses. Et d'ailleurs, souvent c'est petit à petit, step by step, et on ne va pas révolutionner la tech en un claquement de doigts. Donc c'est vraiment un process et il faut y aller, quoi. N'hésitez pas sur le chat si vous voulez qu'on creuse un petit peu plus ce sujet. J'aimerais parler un petit peu plus, donc on parlait de la tech, finalement le thème c'est la tech au service de l'humain, et il y a un des piliers, parce que finalement tu en as un petit peu parlé Amandine, et je trouve qu'on n'est pas passé dessus, alors que c'est intéressant, sur l'inclusion. Parce que c'est pas que, effectivement... donc on a bien parlé de parité, d'inclure tout le monde, mais dans la manière dont effectivement on développe des applications, dans les fonctionnalités, on inclut tout le monde. Est-ce que vous avez des exemples de votre quotidien où vous avez dû inclure, je sais pas, c'est peut-être plutôt côté produit finalement, comme on disait au tout début, c'est sur la partie design, définition du persona. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout. C'est le moment du blanc. Nous, j'ai pas forcément de réponse à t'apporter, mais en tout cas, c'est des questions qu'on se pose au niveau de la conception, parce que notamment au niveau des auxiliaires de vie,
Tout le monde n'a pas forcément un téléphone, tout le monde n'a pas forcément une adresse mail. Voilà. Tout le monde n'est pas hyper à l'aise non plus avec la langue française. Et l'application dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'était une application pour proposer du contenu de formation en e-learning. Et c'est vrai qu'il y a eu tout un travail de conception pour essayer de la rendre aussi simple que possible, ludique. Et pour vraiment en fait se dire on est la petite boîte à outils de formation, on prend par la main l'auxiliaire et on devient son meilleur pote quand elle ne sait pas quoi faire et qu'elle a envie de se former sur son quotidien. Et les retours là-dessus ont été très positifs. On a fait du coup des phases de bêta-test avant le lancement et même maintenant on a des questionnaires de satisfaction sur notre formation présentielle et e-learning et on a pas mal de retours sur en fait ça m'a réconcilié avec la tech, avec mon téléphone. Je me sentais pas capable en fait d'apprendre sur une application et en fait c'est possible. Donc c'est des petits retours. On n'a pas des millions d'utilisateurs encore, donc c'est ponctuel, mais ça fait toujours chaud au cœur, je trouve, de lire ça. Et après, une autre réflexion qu'on a, c'est typiquement sur le côté inclusif. On s'est posé la question de l'écriture inclusive. Et en fait, ça, c'est vrai que c'est une question auquel on a eu du mal à trancher et finalement, on essaye de trouver des noms neutres parce que typiquement, l'écriture inclusive, en fait, est le point médian est assez difficile à lire et sur notre application, sur notre interface web, on a du coup les aidants qui peuvent se connecter pour avoir accès au planning des bénéficiaires pour lequel ils sont aidants. Souvent, ça va être le mari, la femme de la personne accompagnée, donc c'est une personne âgée et les auxiliaires de vie, certaines ne sont pas non plus hyper à l'aise avec la langue française et donc en fait, l'écriture inclusive et pas inclusive, n'aide pas en tout cas à l'accessibilité pour ces personnes. Donc c'est des débats qu'on a eu souvent en interne et on essaye de trouver le juste milieu parce que finalement l'aide à domicile et les auxiliaires de vie c'est quand même un milieu éminemment féminin et donc tout mettre au masculin c'est pas totalement possible, mais en même temps on peut pas tout mettre au féminin parce qu'il y a aussi des hommes et il faut les valoriser, donc c'est vraiment des débats et des questionnements en interne sur comment est-ce qu'on essaie on n'a pas encore la bonne réponse. On essaie de trouver des noms. Vous pouvez appliquer la règle du nombre, qui est une ancienne règle de la langue française, et s'il y a plus de femmes, on conjugue au féminin. Mais ça marche pour les auxiliaires, mais du coup pour les bénéficiaires qu'on accompagne, ça... Le neutre, c'est inclusif aussi. Oui, le neutre, c'est encore plus mais en français, le neutre est masculin en fait. Ah, ok. Pour moi, quand tu dis neutre... Historiquement, le neutre et le masculin ont fusionné pour des raisons très misogynes. Mais c'est pas bon. Je pense qu'on pourra vous réinviter pour une autre émission sur le sujet. Nous serons 50 sur le plateau. Je reprends un peu les questions du chat. Par rapport à l'inclusivité, on a une question. Ça veut dire quoi, inclusivité dans son code ? Inclusivité dans son code. Yes. Ok. Voilà. Je sais pas si vous avez des billes par rapport à ce sujet, cette question. Est-ce que la question est claire ? Si, j'ai peut-être des billes. Vas-y. Peut-être que je me trompe, mais l'inclusivité dans le code. Alors bon, on a parlé plus de la partie conception, mais si on doit parler plus sur la partie développeur. Par exemple, une règle qu'on a presque tous dans les entreprises, c'est qu'on va coder en anglais pour que justement ça soit accessible à tout le monde parce que c'est la langue la plus parlée. Donc, ça peut être des choses comme ça ou essayer de faire un code plus accessible, plus simple à comprendre parce que du coup, peu importe le niveau de la personne, du développeur ou de la développeuse qui va venir sur mon code, il faut que tout le monde puisse comprendre. Ok. Je sais pas si vous voulez rebondir sur ça. Je sais pas si je réponds bien à la question et ça t'inspire quelque chose. Ouais, je suis totalement d'accord et il y a plein de principes en fait dans le code, par exemple qu'il faut que ça reste le plus simple possible, une séparation de responsabilités, c'est-à-dire que chaque classe va avoir juste une responsabilité concrète. Enfin, peut-être je vais trop dans les détails, mais donc l'idée c'est justement vraiment de faire les choses les plus simples possibles pour que ce soit le plus facile possible pour maintenir ce code et l'améliorer. Donc ça peut être une très bonne piste, je pense. Je pense que c'est peut-être aussi, et c'est un peu ce que je voulais dire au tout début, en fait, quand j'ai formulé la question et je l'ai mal formulée, c'était plutôt sur l'accessibilité du site, les personnes malvoyantes, par exemple, comment est-ce qu'elles vont prendre connaissance du site, est-ce que
Du coup, est-ce qu'on peut parler d'inclusivité dans le code, étant donné qu'on essaie de rendre ça accessible à des malvoyants Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est obligé de passer par la conception et par la conception produit avant de pouvoir vraiment faire des choses d'un point de vue tech. Voilà. Mais je pense que c'est important aussi justement que les devs soient sensibilisés à ça, parce qu'en fait, au final, nous, on va pas juste coder sans réfléchir. Quand le produit arrive avec une solution, on peut challenger et dire, en fait, cette solution avec une personne qui va être malvoyante ou va avoir des problèmes, je sais pas, X ou Y, si on est sensibilisé et qu'on a des gens différents qui sont devs, par exemple, on va pouvoir du coup challenger et apporter des solutions aussi. Oui, puis des fois, il y a des spécificités techniques, par exemple sur le mobile, en fonction de sur quelle plateforme mobile on est, il y a des spécificités techniques que côté produit, ils ne sont pas forcément au courant des capacités du téléphone pour pouvoir lire tout seul ce qui est affiché à l'écran, ou la personne peut grossir les caractères. Donc ça veut dire que dans la conception produit, il va falloir pouvoir prendre ça en compte pour que le site il soit toujours viable, même si on modifie ces paramètres-là pour les personnes qui en ont besoin. Très clair. Sur le chat, n'hésitez pas à poser vos questions parce qu'on va approcher de la fin et je sens que vous allez zapper vos questions et vous allez vous en vouloir après. Donc il faut le faire maintenant. Je peux me contacter après. Oui, non, bien évidemment. Enfin, on pourra s'écrire, on pourra s'appeler. Enfin, peut-être pas s'appeler, bref. Donc du coup, je reprends un peu les questions du chat. Un petit peu plus concrètement, côté tech, et là vraiment, je pourrais pas répondre. Est-ce qu'il y a des... Voilà, comment ça se passe le fait de coder plus green? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des langages qui sont plus légers? Est-ce que ça veut dire quelque chose déjà, cette question? Est-ce qu'il y a une façon de coder plus green, vraiment ou pas du tout? Moi, je pense que je m'y connais pas autant pour dire si un langage est meilleur qu'un autre, donc je passe Marc. Non, je pense que pareil pour la question des langages, j'en ai aucune idée, mais sur la question de la légèreté, en tout cas, je pense qu'il y a tout ce qui est gestion des dépendances, où finalement, quand on va choisir un paquet pour des fonctionnalités qu'on ne va pas développer en interne, mais sur lesquelles se baser, c'est choisir le paquet qui va répondre à notre besoin, juste à notre besoin, sans forcément beaucoup plus, et qui du coup sera assez léger. Et pour le coup, j'ai un super exemple où en interne, à un moment, on avait pour la génération de PDF, on avait un outil, mais c'était une usine à gaz, et cette dépendance-là permettait de faire 1000 trucs, dont la génération de PDF, mais nous on en avait besoin juste de la génération de PDF. Ça a fait crasher notre interface web plusieurs fois, et du coup c'est ce qui nous a décidé à la changer. Et en fait, quand on l'a enlevé, on a gagné, mais je crois qu'on est passé de 450 mégas à moins de 100 mégas. Donc en fait ça prenait vraiment 75% de la taille de notre outil, alors qu'en fait on s'en servait pas du tout. On avait juste besoin d'un petit outil pour générer nos PDF qui était tout petit, qui marche très bien. On a 5 PDF dans notre app qui tournent, et ça pour le coup c'est green, quoi, je pense. Clairement. Super, merci. Le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On arrive à la fin. On aimerait bien avoir vos recommandations. Vraiment, si vous deviez donner des recos faciles à mettre en place dans votre quotidien, pour être plus au service de l'humain via la tech, ce serait quoi? Mais on va lancer un petit jingle avant. Cool, c'était bien ce jingle. Du coup, alors si tu veux prendre le lead sur ces recos, qu'est-ce que vous auriez comme recommandation de choses simples à mettre en place pour ceux qui nous regardent, quelque chose à mettre en place dans le quotidien pour faire quelque chose de plus green ou de plus humain? Moi je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est se renseigner, du coup, en fait, si c'est des sujets qui nous intéressent, qui intéressent les gens dans le chat, c'est se renseigner, lire, participer à
regarder des lives comme ça, Exactement. à des webinaires, tout ce qu'il faut. Mais ensuite, je pense qu'il faut aussi se rendre compte qu'on est acteur et actrice de notre quotidien, même dans les boîtes dans lesquelles on travaille, même si c'est pas forcément des boîtes à impact, en fait, même si on est dans des entreprises qui n'ont pas forcément comme mission de révolutionner le monde, on peut quand même changer les choses et on peut quand même améliorer le code, améliorer, faire du bénévolat, on peut faire plein de choses et je pense que ça passe du coup par cette responsabilisation et se faire entendre. Et donc je pense qu'il faut que chacun et chacune fasse des petites actions. Moi je te rejoins, je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer, en tout cas au niveau de l'équipe qui conçoit et qui développe, donc pas que les développeurs, mais il y a vraiment toute la partie aussi produit, design et compagnie. Et en fait que tout le monde sache un peu comment à son échelle ils peuvent agir, que les développeurs soient aussi formés sur tout ce qui est accessibilité, parce qu'in fine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est eux qui le mettent en place, donc ils sont là aussi pour challenger et vraiment partager, créer des espaces de dialogue. Nous, on utilise Slack et on a un petit channel veille technique et donc on se partage des trucs tech, mais aussi on se partage des événements ou des articles sur comment faire une tech plus diverse, plus inclusive, plus sobre, et se renseigner, partager, en discuter. C'est comme ça qu'on avance finalement. Très bien, top. Je sais pas si on dit que toi t'avais des recos. Une petite reco qui me vient, un truc tout simple qu'on peut mettre en place dans son quotidien, et c'est pas forcément si on est tech, mais j'ai pu voir chez mes apprenantes notamment beaucoup d'onglets ouverts. Je pense que les personnes se reconnaîtront. Beaucoup d'onglets ouverts, et ça c'est quand on est sur son navigateur web, et ça c'est hyper énergivore. Donc tout simplement faire le tri régulièrement, penser à éteindre sa machine et pas juste la laisser en veille, pour essayer de moins consommer en énergie et derrière moins recharger sa machine, quoi. Très bien. Et dans le chat, n'hésitez pas aussi à donner vos recos. T'en as toi des recos du coup? Je vais prendre la reco de Fuego dos Santos sur le chat, qui dit qu'il y a des langages plus green, plus bas niveau, généralement d'ailleurs. Le C, le Rust, le Java, et d'autres qui sont très consommateurs, Python, TypeScript, etc. Après, ça dépend toujours de ce qu'en font les développeurs. Donc finalement, le développeur lui-même est responsable de ce qu'il en fait. Oui. On est tous responsables. Voilà, on arrive à la fin. Je ne sais pas si vous avez un mot pour la fin ou que sais-je. Non, pas. Merci pour l'invitation. Merci à vous. On était super à vous d'être venus. On était super contente de vous accueillir. On remercie également les spectateurs et le chat d'avoir participé à poser des questions pendant toute l'émission. Merci beaucoup à la régie. Qui est ici présente, Jennifer et Alexandra. On vous met dans le chat les réseaux Dada Tech School et WeVoo. Et on se retrouve le 6 avril, mercredi 6 avril à 19h pour le live dédié au Product Management, donc l'after produit, avec Alexandra Leloup et Benjamin Guincestre, respectivement CPO et CTO de Deezer. Ils vont venir en duo, et pour rien manquer de la programmation, vous n'hésitez pas à vous inscrire sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, principalement LinkedIn, sur l'after produit. Voilà, merci beaucoup, merci à tous et à très bientôt.